Bien, je vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter une conférence sur un sujet qui n'est pas très à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire, encore que dans le dernier numéro de la revue Le Souvenir napoléonien, il y a un article sur le préfet maritime. C'est une autre approche. Alors, moi qui ne suis pas ancien officier de marine, il faut que je vous dise comment ce travail est arrivé sous ma plume. Donc, effectivement, je travaillais avec l'équipe chargée de l'édition de la correspondance, et puis mon intérêt pour la marine, qui n'était pas récent, m'a conduit à fouiller un peu le sujet des préfets maritimes, parce que beaucoup étaient cités en tant que responsables d'un arrondissement, mais souvent le patronyme n'était pas indiqué. Donc, comme dans l'édition de la correspondance, on a essayé d'être explicite en faisant des notes de bas de page, j'ai fait des recherches comme ça, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que je l'aurais imaginé, ne serait-ce que parce qu'il y avait des mouvements de personnes et des changements dans les préfectures maritimes elles-mêmes. Et j'ai commencé à me faire un magnifique tableau avec les années, les arrondissements, les titulaires, les intérimaires, tout ça. Et un beau jour, Thierry Lenz, qui est passé derrière moi, a vu ça et il m'a proposé de faire un dictionnaire sur les préfets maritimes. Bon, j'ai accepté imprudemment. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de littérature sur le sujet. Alors qu'un dictionnaire, c'est un ouvrage de synthèse. Donc, quand on a écrit beaucoup, ça vaut la peine de faire un ouvrage de ce type. Donc, j'ai proposé un changement de voilure à Thierry Lenz. J'ai dit, tant qu'à faire, faisons plus gros. Alors, comme il m'avait dit au début, faites un dictionnaire et pas une thèse. J'étais un peu gêné, mais bon, c'est quand même passé. Et puis, je me suis lancé, donc ça m'a pris quelques années dans du travail, non pas de bibliothèque, mais d'archives. Voilà. Alors j'ai été amené à lire plus de 300 textes à portée juridique, déjà. C'était intéressant. J'ai été amené aussi à revoir les biographies. Certains préfets maritimes sont connus, mais pas en tant que préfet maritime. Généralement, la marine de Napoléon, c'est la guerre navale, si possible, Trafalgar, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas parler de Trafalgar ce soir. Alors, bon, pas résumé de tomes comme ça, mais j'ai pris quand même les titres de chacun des tomes. Donc, en 2 temps, je parlerai de l'institution et ensuite, je parlerai de ce que j'appelle le corps et les hommes. Voilà. La première question que je me suis posée à propos de l'institution, c'est les préfets maritimes font-ils partie des masses de granit? Parce qu'il en existe toujours. En 1802, donc lors de la discussion relative au projet de loi sur la Légion d'honneur, Napoléon évoque le sujet. Il déclare au Conseil d'État « La République ne perdurera pas si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. » Bon, il ne donne pas de liste, ni même de définition. Tout le monde est d'accord pour ranger au nombre des masses de granit le Conseil d'État, la Banque de France, ou les préfets de département. Et donc, institution créée avant 1802, avant l'allocution de Napoléon, ou d'autres comme le Code civil en 1804 et la Cour des comptes en 1807. Alors si, pour faire partie des masses de granit, il faut... Ça disperse. Comme les masses de granit ont ceci de commun, c'est qu'elles perdurent à notre époque et qu'elles sont nées de la volonté de Napoléon, provisoirement, je dirais,
les préfets maritimes font partie des masses de granit. Reste à le démontrer. Je voudrais insister dans un premier temps sur les travaux préparatoires. Quelle est la situation en 1799-1800? On a eu plusieurs grandes réformes de la marine et on fait remonter la marine d'État, la marine royale à l'époque, à Richelieu, à un édit de 1626. Il y a eu d'autres grandes réformes avec Colbert en 1889 et puis au XVIIIe siècle, des ministres tels Choiseul, Castries aussi ont mis leur main à la pâte. Et pour le sujet qui nous concerne, je citerai Sartine, ministre de la Marine. Pourquoi? Parce qu'en 1776, une énorme ordonnance de 446 articles voit le jour, et je cite, « La régie et administration générale des ports et arsenaux de marine sera et demeurera divisée en deux parties distinctes et séparées, dont l'une, sous l'autorité immédiate du commandant de port, comprendra tout ce qui concerne sa disposition, la direction et l'exécution des travaux, et l'autre, sous l'autorité immédiate de l'intendant, comprendra tout ce qui concerne la recette, la dépense et la comptabilité des deniers et des matières. » Alors, on voit tout de suite qu'un tel système porte en lui-même ses propres faiblesses, puisqu'il institue à la direction d'un port deux têtes. Et on sait à l'époque que le grand corps, donc c'était les officiers d'épée et les officiers de plume, les officiers d'administration, ne s'aimaient pas beaucoup. L'essentiel du pouvoir dans la réforme de Sartine est confié aux militaires, qui, d'une manière naturelle, tendront à en abuser, et les officiers et les intendants, donc confinés dans un rôle de comptable, n'auront de cesse que de s'en éloigner. Voilà. Donc Napoléon, quand il arrive au pouvoir en matière de marine, il aurait pu se contenter d'un partage en disant à l'Angleterre la domination sur mer et puis la puissance militaire sur terre, sur le continent, à Napoléon. Mais il sait que pour avoir un État fort, on ne peut pas se désintéresser du commerce international, et donc pour avoir un commerce international, il faut une marine puissante. Et donc, une marine de guerre à refaire, mais pas au détriment des forces terrestres, bien entendu. Et en ce sens, on pourrait penser que sa première décision va être de dire on va mettre sur pied, on va reconstruire une marine. On prendra le temps, on va reconstruire une marine, donc objectif, une flotte, pour égaler au plus vite la flotte anglaise. Pourtant, ce n'est pas du tout la voie que Napoléon choisit. Et il donne déjà des indications sur sa politique quand il est en Égypte. Il écrit au directeur exécutif à propos de la flottille de la mer Rouge, je cite, « La République n'aura jamais de marine tant que l'on ne refera pas toutes les lois maritimes. Si nous n'avons pas eu un succès sur mer, ce n'est ni faute d'hommes capables, ni de matériel, ni d'argent, mais faute de bonnes lois. Si l'on continue à laisser subsister la même organisation maritime, mieux vaut-il fermer nos ports et jeter notre argent. » Donc là, on voit la profondeur de la pensée napoléonienne. D'une part, c'est un général qui s'intéresse à la marine, et d'autre part, quand il veut refaire une marine, ce n'est pas la construction de navires qui l'ordonne, c'est de se pencher sur les lois maritimes. Donc il a une approche juridique d'une question qui, a priori, était surtout militaire. En 1800, il ne part pas de zéro.
il a à sa disposition, si je puis dire, une loi du 24 octobre 1795, donc c'est 2 jours avant le début du directoire, qui a, entre autres choses, défini 12 ports en France. Donc il y a 4 grands ports militaires, 7 ports secondaires, et puis un port pour la marine de commerce qui est Marseille. Comment et cette loi, surtout, j'ai oublié le principal, elle marque la fin de la dualité de commandement dans les ports en instituant un seul responsable qui est l'ordonnateur, administrateur unique. Je voudrais maintenant parler un peu de la conduite de la réforme. Elle est faite par des gens qui connaissent la marine. Napoléon s'adresse au Conseil d'État et plus spécialement à la section de la marine pour rédiger un projet de loi sur l'organisation de la marine en tenant compte d'objectifs précis. Bon, obtenir la plus grande efficacité, la plus grande rapidité dans l'exécution des ordres, faire des économies de personnel, organiser le statut et le travail des employés civils et donner aux militaires la plénitude de leurs fonctions, pour leur permettre de gérer leurs effectifs et les dispenser au maximum des tâches comptables. Le travail de la section de la marine, donc, qui comprend par hasard des marins, dont 4 deviendront préfets maritimes, les 2 autres étant Champagny, et futur ministre, et Clarette Fleurieux, lui-même ancien ministre de la Marine. Dans un premier temps, le Conseil d'État, la section de la Marine, définit 3 grandes fonctions de la Marine. C'est intéressant parce qu'on s'attendait à le côté militaire et le côté civil. Non, 3 grandes fonctions. La première, le Conseil d'État l'appelle intervenant, premier intervenant, c'est le bâtisseur, le constructeur. On n'insiste pas, on voit ce que c'est. Le deuxième intervenant, c'est l'homme de mer, donc il vient après l'homme de l'arsenal et qui doit être compétent pour faire évoluer bâtiments qui sont confiés, aussi bien pour naviguer, pas forcément facile, que pour combattre. Troisième intervenant, l'administrateur. C'est lui qui va donner les moyens d'action aux constructeurs et aux marins, moyens matériels, personnels, financiers, en fait, tout ce qu'on veut. On lui demande d'assurer ce qu'on appelle aujourd'hui la productivité, c'est-à-dire le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Pour que ce système puisse fonctionner harmonieusement, il faut réunir 2 conditions qui tiennent à la qualité des hommes. En premier lieu, le rapport du Conseil d'État dit que chacun des intervenants doit connaître et à tout le moins avoir une idée de ce que font les 2 autres. Donc, il demande à l'ingénieur, par exemple, de voyager pour voir comment se comportent les navires qui ont été construits, quelles sont les capacités réelles, maniabilité, vitesse, tout ce qu'on peut imaginer, la puissance. Le marin, donc celui qui navigue, il doit connaître les conditions techniques de fabrication, et l'administrateur doit comprendre en quelle mesure des moyens insuffisants, s'il les donne, vont compromettre une victoire militaire. Seconde condition pour que le système fonctionne, c'est de rendre les 3 fonctions indépendantes, de faire qu'elles concourent au même but sans se nuire, étant entendu qu'il n'existe aucune hiérarchie entre l'ingénieur, le militaire et l'administrateur. Et pour que tout ça fonctionne, il faut aussi un coordonnateur. Alors le Conseil d'État dit il y a un homme qui est très bien pour faire ça, c'est le ministre de la Marine. Malheureusement, il est loin, il est à Paris, et donc il faut qu'il délègue
ses compétences d'organisateur à un homme. L'homme auquel seront confiées ces missions sera appelé préfet maritime. C'est là qu'arrive l'expression dans ce rapport du Conseil d'État. Et on voit que donc, Napoléon n'avait pas inventé l'ordonnateur, donc l'administrateur unique, puisque ça venait un peu avant lui, et l'appellation préfet maritime non plus. Mais évidemment, il trouve ça très bien, d'autant que les préfets donc, que j'appelle de département datent de février. L'arrêté sur l'organisation de la marine, c'est le 27 avril 1800, donc un peu après les préfets. Le Conseil d'État a aussi de bonnes idées pour ce que j'appelle le choix des hommes. Est-ce que bon, il y a des fonctions de la marine qui sont exclusivement militaires, d'autres qui peuvent être exercées par des civils, bon, des constructeurs, administrateurs, mais le Conseil d'État demande de ne pas choisir les préfets dans un seul vivier, pour ne pas qu'ils soient sclérosés. Il faut laisser au premier consul la possibilité de choisir à qui voudra dans différents corps de métier. Ce qu'il faut pour bien choisir, c'est deux choses, c'est voir les qualités personnelles de celui qui va être pressenti comme préfet maritime et, c'est très pragmatique, l'emplacement de la préfecture elle-même. Quel est l'arrondissement? Donc, il n'y a pas de parti pris ou de chemin imposé. C'est à la fois souple et très précis. Alors, tous ces projets ont un opposant qui n'est pas très bien choisi, c'est Forfait, qui est le ministre de la Marine, donc celui qui est chargé d'appliquer la réforme, il n'est pas très pour. Il y a aussi l'amiral Ganteaume. Alors, si je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que j'ai compris, c'est que Forfait a peur que les militaires prennent le pouvoir sur les préfectures maritimes, et Ganteaume, qui est un amiral, a peur que ce soit les administrateurs. Donc il trouve des arguments sans difficulté. Malheureusement, Napoléon suit l'avis du Conseil d'État. Donc la réforme arrive le 27 avril 1800. Les nouvelles structures, ça commence par le découpage du territoire maritime. Découpage du territoire maritime, j'ai dit qu'on avait 12 ports. Maintenant, il y a 6 arrondissements. J'espère que ça va marcher. Je vais expliquer. Donc, en 1800, 6 arrondissements maritimes avec un découpage, bon là c'est résumé, le découpage est extrêmement précis. Donc, on commence par la fin, Toulon, Rochefort, Lorient et Brest, donc c'est la façade atlantique, Le Havre pour la Manche, et dans l'arrêté de 1800, le premier arrondissement, on ne sait pas quel est le chef-lieu, il est dit dans l'arrêté qui sera précisé ultérieurement, mais on peut déduire de correspondance à l'époque que c'est Anvers. 6 préfectures métropoles. Hors métropole, j'en ai compté 5, il y en a une qui date de 1800, encore que la date de création précise, je ne l'ai pas trouvée, mais je l'ai évaluée 28 octobre 1800 quand l'ingénieur Leroy est nommé préfet maritime d'Égypte en résidence à Alexandrie. Donc là, je suis sûr que la préfecture existe.
on aura ultérieurement des créations. Donc, le 7e arrondissement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gênes, dont le chef-lieu sera déplacé à la Spezia un peu plus tard. Anvers. Alors, Anvers, on avait au départ un commissariat général qui est transformé en préfecture en titre. Un peu plus tard, donc 1810, les Côtes de Hollande avec Amsterdam comme chef-lieu, et on termine en 1811 avec les départements hanséatiques à Hambourg. Donc j'ai 2 cartes là. On voit en 1800 les 6 premières préfectures. Donc Égypte, il manque la Méditerranée, mais on sait où c'est. Et en 1812, donc c'est l'année où on a 134 départements. Donc on voit les nouveautés. En fait, il y a eu un changement ici de chef-lieu qui passe à Cherbourg au lieu du Havre en 1800. Et les créations, là, c'est surtout le nord, avec la Spezia, dont je parlais. Donc au total, on aura eu 11 préfectures maritimes avec un démarrage à 6. Après les arrondissements, j'aurais voulu parler des pouvoirs du préfet maritime. Jean Tulleur a écrit à propos des préfectures des départements que le préfet ressuscitait l'intendant. Alors moi je dirais que en ce qui concerne les préfectures maritimes, le préfet maritime il enterre l'intendant, puisqu'on a supprimé cette fonction et il y a un administrateur unique. Le service des ports et des arsenaux, donc, qui est dans cet arrêté là de 1800, comporte une quarantaine d'articles pour le service des ports et des arsenaux, et c'est là qu'on trouve la définition des pouvoirs du préfet. Donc le préfet maritime reçoit directement les ordres du ministre. Il a l'autorité sur tous les personnels de l'arrondissement. Ses principaux collaborateurs sont chef militaire, chef des mouvements du port, le chef des constructions navales, directeur du parc d'artillerie, le chef d'administration. Bon, ne serait-ce que les libellés, ça vous dit à peu près ce qu'ils font. Quelques différences par rapport aux préfectures de département. Bon, préfets de département ont un territoire bien délimité, qui est le département, on l'indique. Le préfet maritime a un territoire qui est délimité, je dirais, par tranche, si on suit le littoral, mais une fois qu'on s'éloigne du littoral, c'est ad libitum. L'amiral ou un chef d'unité, il exerce ses fonctions à la mer. Le préfet, c'est sur la terre. Le préfet maritime, c'est les deux, puisqu'il exerce son pouvoir depuis la terre, mais il a des compétences sur les navires embarqués. Il dirige l'administration générale. Alors, l'administration générale, c'est tout ce qu'on peut imaginer, les stocks de vivres, les fonds, les revues, les armements pris, le chantier, les ateliers, les hôpitaux, les bagnes. Enfin, il a un pouvoir extrêmement étendu. Et il est assisté la plupart du temps par un chef d'administration dans les principaux arrondissements, donc qui sont Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, et par un fonctionnaire de grade inférieur ailleurs. Alors, la préfecture maritime, c'est évidemment un appareil administratif, mais c'est aussi un appareil militaire, un appareil industriel et même judiciaire. Alors, c'est un appareil militaire puisque les préfectures maritimes sont chargées de l'administration de la stratégie militaire, même si elles peuvent être dirigées par des civils. Dans les départements,
commandement des troupes, si je ne m'abuse, c'est dévolu aux généraux qui commandent les divisions militaires. Là, donc, le préfet a des pouvoirs directs sur les militaires. Il dirige aussi un appareil industriel. Alors, le préfet maritime, par l'intermédiaire des arsenaux, donc, sont des constructeurs, aussi des bâtisseurs, puisqu'ils sont chargés de conduire des opérations de génie civil, telles la construction de bâtiments, les fortifications, la voirie, tout ça. Et ils exercent un pouvoir sur l'organisation forestière de la France. C'est une chose qui n'est pas très connue ou qui est oubliée, je ne sais pas, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'acier, mais c'est le bois. Et donc, il faut se rendre compte que pour construire un navire, un vaisseau de 74 canons, qui est le vaisseau standard, on a besoin de 2000 chaînes minimum. Je ne compte pas les boîtes de mature. Là, je parle disons des coques. Alors, ça veut dire que dans les préfectures maritimes, le chef des constructions navales a un droit de regard direct sur la forêt française, en ce sens qu'il est chargé de repérage, martelage, qu'est-ce qu'on va couper, et l'exploitation des bois. J'ai vu que les arrondissements forestiers de la marine, donc ils viennent doubler les arrondissements ordinaires, préfectures, sont placés le plus souvent sous le commandement d'ingénieurs du génie maritime. Et en 1803, il y a une loi qui renforce la mainmise de l'État sur la forêt française, conférant un droit de préemption. Alors, la loi précise les rapports entre les conservateurs de la forêt et puis les hommes de la marine. On aura jusqu'à 130 départements rattachés à cette organisation des arrondissements forestiers. Autrement dit, tout l'Empire est concerné par le suivi des affaires forestières. Et bien entendu, il ne suffit pas d'exploiter les bois de marine, il faut encore les acheminer vers les ports, vers les arsenaux. Donc ça veut dire que cette organisation nécessite la mise en place de l'entretien de voies navigables, notamment de canaux. Et donc ça génère toute une activité, et on peut dire que la marine est créatrice d'emplois. Dernier élément, donc je passe rapidement, le préfet est chargé d'assurer le maintien de l'ordre public. Il a des pouvoirs de police et puis aussi de justice, donc je passe rapidement. Est-ce qu'il est contrôlé? Ah oui, il est soumis à un double contrôle. Il y a d'abord, au niveau de chaque arrondissement, un conseil d'administration qui est plutôt un organe de contrôle, un organe d'aide à la gestion. Mais l'inspection, ça c'est plus important, l'inspection du service de la marine. Forfait voulait, dans ses objections, il voulait un corps de contrôle itinérant, ça, et Napoléon n'a pas voulu, donc il y a un contrôle spécifique, un corps spécifique, l'inspection du service de la marine, qui est au niveau de chaque préfecture. Et le chef de l'inspection du service d'inspection ne reçoit d'ordre que du ministre, et il rend ses rapports au ministre. Donc il intervient dans tous les domaines qui sont la compétence du préfet, mais il est complètement indépendant du préfet. Quand Napoléon a besoin de missions périodiques, comme ça, il utilise, je l'ai vu souvent, ses aides de camp, carrément. Ils ont des aides de mission, allez à tel endroit, regardez ceci, cela. Donc le ministre de la Marine est seul destinataire des rapports d'inspection. Quelques mots sur le coût
de fonctionnement. En 1800, le coût de fonctionnement des préfectures maritimes, je parle de budget là, est de 1 944 000 francs. Ça vous dira peut-être rien, donc pour un effectif d'à peu près 700 agents. 1 944 000 francs, ça peut être comparé au coût de la construction d'un vaisseau de 74 canons. Je l'avais chiffré pour un livre paru récemment. Le coût à 1 900 000 francs. Donc 1 944, 1 900 000, le coût d'un vaisseau. Autre élément de comparaison, ce coût de fonctionnement, ça représente un peu plus de 2% du budget total de la marine, qui était à l'époque de 80-90 millions de francs. Autre élément, je passe rapidement, le coût de fonctionnement moyen par agent, donc c'est 700 agents, 2781 francs, c'est le montant comparable à ce que perçoit un capitaine de frégate, donc officier supérieur de la marine. Alors, évidemment, selon les secteurs, il y a des différences assez importantes. Et j'ai noté aussi que l'administration, donc sur ces 700 agents, il y a moins de 500 agents d'administration, consomme que 58% des crédits. Ils ne sont pas budgétivores. On aura des réformes ultérieures. En 1804, il y aura une croissance formidable des services administratifs, mais en 1800, on sera revenu à peu près au niveau de 1800. Alors, pour terminer sur ces considérations financières, je me suis posé la question de savoir si Napoléon, qui était plutôt avare des deniers publics, comment est-ce qu'il considérait les préfets maritimes? Je me suis dit, si c'est une fonction importante, ben, il doit bien les payer. Si c'est pas trop important, c'est l'inverse. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 4 comparaisons. Ici, on est dans le militaire. Les préfets maritimes sont à gauche. J'ai introduit là, les généraux de l'armée de terre, donc général de division, général de brigade. Tout ça, ce sont les grades de la marine, depuis l'enseigne de vaisseau jusqu'au vice-amiral. Vous noterez, si vous ne voyez pas, c'est pas grave, je vais vous donner le chiffre, l'éventail des salaires entre un enseigne de vaisseau et un vice-amiral, on passe de 1 à 10. Je ne pense pas qu'on ait ça aujourd'hui. Les préfets maritimes, un vice-amiral est à 12 000 francs. Dans les plus petites préfectures, bon, c'est le même niveau. Et là-haut, Brest, qui est la préfecture la plus importante, on a 30 000 francs. C'est comparable à rien du tout. J'ai oublié, mais c'était indiqué là-haut, je ne parle pas du régime indemnitaire, encore moins des gratifications que Napoléon peut donner à X, Y. Parfois, il est très, très généreux. Autre élément de comparaison, les préfets de département. Donc là, on voit qu'il y a égalité entre le préfet maritime de Brest et le préfet à Paris. Égalité entre Toulon et les préfectures dont le chef-lieu dépasse 100 000 habitants. Mais on a des rémunérations qui sont plus faibles dans les petits départements que dans le plus petit des arrondissements. Troisième comparaison, tout ce qui est parlementaire. Alors j'ai appelé ça législateur pour faire un lot. Préfet maritime est toujours en tête de Brest, avec le mieux payé, le sénateur, 25 000 francs. Et dernière comparaison, ce que j'appelle les magistrats. Donc là, les rémunérations ne sont pas de 1800, mais de 1807, puisque la Cour des comptes n'existe pas en 1800 et
attendre 1807. Alors là, c'est plus intéressant parce qu'on a des rémunérations qui atteignent le niveau du préfet maritime de Brest. Le premier président de la Cour des comptes et président de section Conseil d'État. Le président du Conseil d'État, comme aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la fonction de préfet maritime est quand même très très bien rémunérée, notamment dans les plus gros arrondissements. J'arrive maintenant là au deuxième grand volet que j'ai intitulé tout à l'heure « Le corps et les hommes ». Dans un premier temps, on nomme 6 préfets maritimes, donc un par arrondissement en 1800. Ils ne sont pas immuables. L'effectif total, qui sera appelé à commander dans les préfectures maritimes, sera, à la fin de 1815, de 34 préfets maritimes, 6 à 34. D'où viennent-ils? Quelle est leur origine professionnelle? Au moment du choix des hommes, selon les recommandations du Conseil d'État, certaines préfectures ont été étiquetées, si je puis dire, comme exigeant un militaire, d'autres un administrateur, et la dernière, Le Havre, c'était ouvert. Alors j'ai mis en vert le nom de Nieli, c'est celui qui est sur la couverture, parce qu'on voit qu'il est passé à chacun des filtres. Donc ça, c'était le projet de Napoléon. Il a suivi au départ les recommandations, donc par rapport aux compétences techniques. Et alors, Bertin, je l'ai mis en bleu, lui a passé trois barrages. Et finalement, donc je vais très vite, la décision de Napoléon fait qu'il a nommé 3 militaires et d'une manière générale, ça a été suivi. Enfin, ce qu'il avait proposé après discussion, il ne s'est pas écarté, il a tenu compte des propositions qui lui ont été faites. Voilà le résultat des courses. Donc, 3 militaires, Martin, Nieli-Vance, contre-amiraux, un vice-amiral, Bertin, Caffarelli, Redon de Beaupréau. Caffarelli est quand même un ancien militaire puisqu'il était lieutenant de vaisseau pendant la guerre aux Amériques et s'est retiré pour des raisons de santé. Là, j'ai défini l'origine professionnelle des 34 préfets maritimes au moment de leur première nomination. Je fais comme les douaniers là, qui distinguent l'origine et la provenance. Bon, je regarde ce qu'ils sont au moment de la nomination. Par exemple, le Caffarelli dont je parlais est conseiller d'État, il est rangé là-bas, mais on aurait pu faire une autre présentation, on démontrait que c'était un ancien militaire. Donc on voit ici 36 origines marines au moment de la nomination. C'est les 3 quarts. Quoi. Et une autre présentation, ça, on a vu le stock, le graphique suivant, c'est le précédent, c'est le stock, là c'est le flux. Qu'est-ce qui se passe entre 1800 et 1815? Quand je regarde tous ceux qui ont été nommés, on voit que, bon là, c'est moins de la moitié qui sont d'origine militaire, alors qu'à la fin de 1815, donc militaire, j'ai les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, ben là, on a dépassé les 2 tiers. Voilà le mouvement au fil des années.
informations démographiques. Alors, la région d'origine des préfets, on voit qu'on n'est pas étonné de voir que sur 34, il y en a 8 qui viennent de Bretagne, 10 avec la Normandie. Qu'est-ce que je peux dire de particulier? Oui, ceux qui sont nés à Outre-mer, au pays étranger, on a 2 Canadiens et 2 autres, Bertin et Martin, sont nés au Canada, à Louisbourg, pour être plus précis. Un des préfets est né à Anvers, Moligny, et l'un était sujet belge, né à Bruxelles. Quelques informations sur l'origine familiale. Bon, là, c'est facile à suivre. Sur 34, j'en ai compté 20 issus de la bourgeoisie, 13 de la noblesse et 1 d'origine modeste. Celui qui est d'origine modeste, c'est l'amiral Martin, dont le père était sergent dans une compagnie franche au Canada. La noblesse, j'en ai compté 13. Il y en a 10 qui viennent des gardes de la marine, qui étaient accessibles uniquement aux écoles de formation des officiers. On peut remonter à Richelieu. Donc là, on voit que la Révolution n'a pas fait fonctionner l'ascenseur social. S'il y a 20 bourgeoisie et 13 noblesse, voilà. Autre information d'ordre démographique, oui, les âges. Les âges à la nomination. Bon, ils ont en moyenne 51 ans, médiane 49, donc ça veut dire que ce sont des hommes d'âge mûr. La répartition que j'ai faite en tranches de 5 ans montre une grande homogénéité. L'âge au décès, âge moyen 72 ans, ça conserve. Les plus jeunes, le plus âgé, l'amiral Truguet, qui a pratiquement 88 ans, et les plus jeunes, Forfait, qui meurt dans des conditions un peu bizarres, et qui est mort de chagrin, et Decret, qui lui aussi meurt dans des conditions encore plus bizarres. Voilà. Les causes de décès, généralement, c'est la mort naturelle, quoi. Il y en a que j'ai identifié, parce qu'on dit il est mort de telle maladie, je ne sais pas, anévrisme au cœur, comme l'ingénieur Leroy, mais c'est pas très fiable d'isoler des maladies spécifiques, alors que c'est pas précisé pour tout le monde. La durée de service des préfets, la plupart, j'en ai 23 sur 34, ont occupé un seul poste, et le temps passé dans une préfecture maritime, c'est de 29 mois, donc ça fait 2 ans et demi. Bon, ça peut paraître un peu court, mais finalement, ça marche comme ça. Les plus longues carrières vont de Redon, qui était à Lorient, qui est resté 1 mois, à Caffarelli, qui est connu comme étant le presque inamovible préfet maritime de Brest. Mais il y en a un qui a une carrière encore plus longue, c'est Bonnefou. Bonnefou est connu aussi parce que c'est celui qui a accueilli à l'île d'Aix Napoléon au moment de son grand voyage. Et il a une carrière qui commence à Boulogne et donc qui se termine à Rochefort. Et pratiquement, il est resté 12 ans en service. Donc, vous voyez la période 1800-1815, 12 ans en activité de préfet. Le rayonnement des préfets dans la société. J'ai isolé quelques éléments. D'abord, la haute fonction publique. Il y en a 9 sur 34 qui sont entrés au Conseil d'État. 5 préfets coloniaux, 3 préfets de département, 3 ont été commissaires extraordinaires, je cherchais le mot, dans les divisions militaires en 1813, et puis 2 ont exercé des
des fonctions diplomatiques. La politique. Eh bien, sur 34, 10 ont été ministres. Pas trop pendant la période 1800-1815, parce que la place était occupée par décret, mais avant ou après. Donc 10 sur 34, et il y en a 16 au total qui ont exercé des fonctions politiques, tribuns, députés, sénateurs, pairs de France, etc. Un mot sur les honneurs. Alors, là aussi, j'ai isolé quelques points. La noblesse, en 1808, sur 32 préfets qui pouvaient recevoir un titre, 32 parce qu'il y en a 2 qui étaient déjà morts, Napoléon en a titré 17. Decret dont on parlait, là, a été titré 2 fois comte et puis duc. Décoration, j'en ai retenu 2, la Légion d'honneur, 32 sur 34, et l'ordre de Saint-Louis, donc soit Louis XVI, soit Louis XVIII, même Charles X, je crois qu'il y en a, 28 sur 34. À l'époque, la franc-maçonnerie était très, très prisée, comme vous savez. Il y a 25 préfets maritimes sur 34 qui ont été soit membres de la franc-maçonnerie, soit membres de la Société des Cincinnatis, donc ceux qui avaient combattu pour la guerre d'indépendance en Amérique. Et sur le chapitre des honneurs, je vais terminer sur les honneurs négatifs. Il y a eu en 1815 un dictionnaire des girouettes qu'on connaît bien. À ceci près, c'est qu'il y a eu 3 éditions. Ce n'est pas le dictionnaire, il y a 3 éditions. Elles sont différentes. Dans la première édition, on était cité, et dans la deuxième, on a commencé à décerner des girouettes comme les étoiles du guide Michelin. Alors, il y en a une que j'ai trouvée pas mal. Le maximum, c'était 12 girouettes décernées à Truguet. Dans la deuxième édition, 12 girouettes. Alors, voici officier supérieur du corps. Vous prenez votre respiration. Officier supérieur du corps, royaux, républicaux, démagos, consulaux, impériaux, royal de la marine. Alors, la deuxième édition, là, il est rétrogradé, il n'y a plus que 6 girouettes. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il termine, alors ça c'est encore plus incompréhensible, en 1816, il y a un nouvel ouvrage qui s'appelle « Le dictionnaire des braves et des patriotes ». Il est dedans. Gantôme, dont je vais parler aussi, là, il est nettement bien classé. Il a 3 girouettes dans la deuxième édition. Et la troisième, mais il a droit à un qualificatif, mais qui n'est pas aussi élogieux. Lui, il est qualifié de vice-amiral dans la marine impériale royale de France. Voilà. Alors, ce que j'ai vu d'après les classements, on ne va pas en parler là, mais c'est que les auteurs du dictionnaire des girouettes, je pense que c'était les meilleures girouettes qui soient, parce que les cotations variaient, mais de façon considérable. Quelques mots maintenant sur les hommes. Difficile de résumer tout ça. Je me suis intéressé à l'opinion de Napoléon et j'ai trouvé des informations dans les écrits de Sainte-Hélène, parce que je suis parti du principe qu'il aurait formulé ses opinions à froid, alors que dans le courant de son exercice du pouvoir, il avait des réactions qui pouvaient être très vives. En fait, je n'ai pas trouvé de choses très, très intéressantes. Bon, je les ai citées dans le livre, évidemment, mais on voit qu'il y a beaucoup d'amertume chez Napoléon. Il se contredit aussi. Il n'a d'éloge que pour Latouche-Tréville, marin valeureux, qu'il avait proposé pour être préfet maritime, mais qui n'a pas été retenu. Il n'a pas voulu imposer son choix. Latouche-Tréville, n'a jamais été préfet maritime. J'ai vu qu'aucun
préfet maritime ne figure dans le testament de Napoléon. Le Caffarelli qui est cité, c'est un aide-de-camp, le frère du préfet, en tout cas, ce n'est pas le préfet. Et deux petites citations tirées du mémorial. L'empereur trouvait que l'administration de la marine était la plus régulière, la plus pure. Il en avait toujours été satisfait. Il ne cite pas expressément le nom de Decrès, mais dans la version, le testament retrouvé, on peut lire dans Lascazes a ajouté ça. Elle était devenue un chef-d'œuvre, la marine. Là avait été le grand mérite de Decrès. Bon, cette fois il est cité, mais il faut savoir que Decrès et Lascazes étaient des amis, ils avaient démarré leur carrière dans la marine, donc les appréciations un peu forcées, bon, ça vaut ce que ça vaut. Les vies, alors on est toujours dans les hommes, deux mots sur les vies professionnelles ou personnelles. Il y en a qui recèlent de grandes surprises. Par exemple, j'ai étudié la captivité de Decrès en Espagne. C'est une période un peu floue. L'éviction de forfait et sa mort, dont on entendait qu'il est mort de chagrin, ou les causes de la disgrâce de Missiessy ou de Martin. Enfin, plusieurs choses qui sont intéressantes à étudier de près. Mais les biographies des préfets recèlent aussi des curiosités autres que professionnelles. Par exemple, Malouet, donc on le retrouvera à Anvers, quand il était émigré à Londres, il avait la même maîtresse que Chateaubriand, Henriette Picot, qui finira par épouser. Donc, Malouet épousera Henriette Picot, et apparemment, Henriette Picot a inspiré à Chateaubriand le personnage d'Atala, et il paraît que celui de Chactas s'est inspiré de Malouet. Alors, autre curiosité dans les biographies, par exemple, Cosmo Kerjulien, qui est fait grand d'Espagne, Charles IV, pourquoi pas. Et on peut aller même plus loin, mais physiquement, géographiquement parlant. Vous vous souvenez qu'en 2016, la France avait signé un contrat avec l'Australie pour livrer des sous-marins, et en 2021, patatras, à la demande des Américains, le projet est abandonné, et les Américains avaient proposé à l'Australie de construire des sous-marins nucléaires, alors que l'Australie avait commandé à la France des sous-marins diesel électriques, parce que toujours l'Australie avait signé des conventions contre la prolifération des armes nucléaires. Bon, pastis. Donc le contrat a été rompu, un joli contrat de 50 et quelques milliards. Bon, l'ex-DCN, qui s'appelle Naval Group, maintenant a touché 555 millions. Vous vous demandez où je veux en venir avec ça. Ben, vous allez le savoir. C'est qu'on s'est fait virer. La France s'est fait virer de l'Australie, mais ce que peut-être beaucoup d'Australiens ignorent, c'est qu'il y a 5 lieux en Australie, des caps ou des promontoires, qui portent le nom, là, vous avez deviné, d'un préfet maritime. Alors, le palmarès, là, c'est, oui, j'oublie toujours, Emerio, Ganteaume et Missiessy, donc ils ont donné leur nom à un cap ou un promontoire. Martin a droit à un phare, et Thévenard a droit à une île, dans le sud de... non, c'est Martin qui est dans le sud. Thévenard a droit à une île. Et le dit Thévenard, donc, il ne manque pas d'étonner, parce qu'il fait un gros bouquin aussi sur des mémoires relatifs à la marine. Et à côté de sujets hyper techniques, il nous livre des considérations sur l'arche du déluge, n'est-ce pas,
Et il y a aussi il y a tout un chapitre sur la langue celtique digne une étude au Collège de France où ils proposent même une version de la prière universelle des chrétiens, le Notre Père, en breton, mais pas que en breton, il y a en breton ancien et en breton moderne. Voilà le camarade Thévenard. Bon, il faut dire qu'il était né à Saint-Malo, donc il avait peut-être quelques droits. Voilà, j'arrive à la fin maintenant pour vous parler des... Je reviens à mon sujet, les masses de granit. Les préfets maritimes aujourd'hui. J'ai lu récemment dans une revue qui s'appelle La Baille, qui est la revue des anciens élèves de l'école navale, qu'en 2026, la marine nationale, on dit aujourd'hui, va fêter ses 400 ans. Les 400 ans, pourquoi? Parce que j'ai cité la date tout à l'heure de 1626, Richelieu, avec qui est à l'origine d'un édit de Saint-Germain, édit Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. Donc 1626, 2026, 400 ans. Moi, je voudrais, par rapport au préfet maritime, rajouter pour la rime 2 autres années. Il y a l'année 1826, c'est l'année au cours de laquelle Charles X rétablit les préfectures maritimes qui avaient été supprimées par Louis XVIII pour des motifs idéologico-politiques. Je ne vais pas faire comme dans le dictionnaire des girouettes, là. Mais bref, elles ont été rétablies à ce moment-là. Ça continue. Et 1926, le découpage actuel date de 1926. Il y a eu quelques réformettes pendant sous l'occupation. Mais bon. Donc aujourd'hui, on a 3 préfectures maritimes. La Manche, la mer du Nord, Cherbourg. L'Atlantique. Alors Cherbourg a repris, on l'a vu tout à l'heure, Le Havre, mais aussi ce qui était au nord, Anvers, tout ça. L'Atlantique avec Brest. Donc Brest a absorbé Lorient et Rochefort. Et Toulon règne toujours sur la Méditerranée. Depuis 1837, le préfet maritime est toujours un officier général de marine. Ça a été confirmé dans le dernier texte de fond qui date de 2004. Et j'ai regardé ce qui s'est passé depuis le début des années 2000. Donc, officier général de marine, on n'a pratiquement plus que des vice-amiraux d'escadre. Pour ceux qui ne connaissent pas les grades de la marine, donc c'est 4 étoiles, général de corps d'armée, il n'y a que le chef d'état-major de la marine qui a 5 étoiles et un grade d'amiral. Donc on a, depuis 24 sur 27 depuis le début des années 2000, ça veut dire 9 sur 10, donc vice-amiral d'escadre. Que font-ils aujourd'hui? Alors, l'idée initiale de créer une fonction civile et militaire, bon, elle n'a pas été perdue de vue. Ça continue. Le concept d'autorité unique, ben, c'est plus présent que jamais. L'aspect civil au départ qui englobait la partie construction de navires, comptabilité des ports, administration des personnels et tout ça, bon, ça existe, mais ça couvre, en dire 2 mots, un domaine beaucoup plus vaste. L'aspect militaire qui concernait la bonne marche de la garnison et la préparation des forces navales, leurs équipages au combat, ça demeure toujours. Et même si la préparation au combat est plutôt assurée par les chefs des unités opérationnelles de la marine, bon, c'est normal. Actuellement, je dirais que la fonction de préfet maritime est de 2 natures. Je vais commencer par la fonction militaire. Il est donc toujours commandant de l'arrondissement maritime. Et là, il exerce ses pouvoirs sous l'autorité du ministre chargé de la Défense, et plus précisément le chef d'état-major des armées. Bon, par exemple, en Méditerranée,
la partie, l'arrondissement maritime, ça va de l'Italie à l'Espagne, ça couvre 1900 km. Celui de Brest, parce que celui de Brest commence au Mont-Saint-Michel, bon, c'est pas l'Atlantique, au Mont-Saint-Michel, pas comment il a fait, mais il a grignoté, oui, mais c'est l'Atlantique. Il va jusqu'à, donc les côtes bretonnes sont très découpées, jusqu'à la frontière d'Espagne, lui, il a 7000 et quelques kilomètres. Donc, à ce titre de commandant de l'arrondissement maritime, il a le commandement sur les unités de la Marine nationale, le commandement militaire des ports, des arsenaux, la défense des installations de la marine et de la sécurité nucléaire, tout ça. Il est aussi, en tant que militaire, commandant de zone maritime. Alors, la zone maritime, c'est beaucoup plus loin. Celui de la Méditerranée, il a une compétence sur les unités, les moyens militaires qui sont déployés jusqu'en mer Noire. Et le préfet maritime de Brest, sa longue vue est ajustée pour regarder jusqu'au golfe de Guinée. Donc il y a de quoi faire. Mais c'est parce que toutes ces attributions militaires, on s'y attend. Peut-être qu'on s'attend moins au pouvoir civil. Alors, il faut savoir que le préfet maritime, c'est le représentant, pas du ministre Charles Lavary, c'est le représentant du Premier ministre, du chef du gouvernement et des ministres. C'est lui qui assure la pérennité de l'État, la toute-puissance de l'État pour tout ce qui concerne la mer. Voilà. Fonction extrêmement importante. Il bénéficie du concours de tous les services de l'État. Il peut donner des ordres, recevoir des rapports. Il a la sécurité civile, les douanes, la gendarmerie maritime, enfin tout ce qu'on veut. Il peut donner des instructions. Il est chargé de la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, particulièrement dans toutes les zones qui sont sous juridiction française. Le maintien de l'ordre public, donc il est une espèce de préfet de police pour la mer. Il coordonne contre toutes les activités illicites. Exemple, les affaires de pêche illégale, la piraterie, les migrations clandestines. Non, on ne doit pas dire ça. Les activités illicites telles que le trafic de drogue, voilà, tout ça, c'est le préfet maritime. La protection de l'environnement, parfois, il est sous la coupe du ministre chargé de l'environnement. Vous avez entendu parler forcément des catastrophes de pétroliers. Bon, un pétrolier qui s'échoue, c'est le préfet maritime. Il assure aussi la protection et la sécurité des personnes. Tout ce qui est secours en mer, bon, je vais très vite, ça passe par le préfet maritime. Et pour ce qui concerne la sécurité des personnes, je citerai, alors c'est pas une anecdote, mais je pense que ça vaut la peine parce que Napoléon n'avait pas pensé à ça. À la fin de l'année 2020, chacun des préfets maritimes a pris un arrêté dans le cadre de trouver le Covid. Bravo. Voilà, chacun a pris un arrêté, je ne sais pas pourquoi il y en a eu 3, mais bon, il y en a eu 3, qui interdisait, puis encadrait la pratique des activités nautiques, plaisance, enfin, tout ce qu'on veut, plongée, manifestations nautiques, les activités professionnelles, tout ça, donc, les transports des passagers, évidemment. Donc, voilà une nouveauté. On ne peut pas faire plus frais dans le domaine d'intervention des préfets maritimes. Donc, là, je conclus. On a vu qu'à l'origine, on avait des militaires ou des civils qui géraient des attributions plutôt militaires. Et maintenant, on a l'exclusivité de militaires, d'officiers généraux de la marine et maintenant de vice-amiraux d'escadre, donc c'est le grade le plus élevé, qui gère les activités militaires, je l'ai dit, et beaucoup d'activités civiles. Et de ce point de vue-là,
ben, je vais conclure sur un sujet inépuisable, notez le jeu de mots. Certainement que les préfets maritimes persistessines font partie des masses de granit.